Bienvenue au séminaire des urgences du CHR de Huy. Je suis le docteur Claude Enga, chef de service des urgences, et j'ai le plaisir d'introduire notre orateur du jour. Parfois les traitements sont parcellaires, parfois les patients ne connaissent pas très bien leurs médicaments et on peut avoir avec des petits indices savoir s'ils prennent principalement donc des diurétiques, c'est ça qu'on a envie de savoir. Finir et décrire comment se préparer à un accouchement inopiné. Expliquer aussi la séquence de prise en charge d'un accouchement eutocique inopiné. Prise en charge du patient brûlé dans une situation aiguë, donc en dehors d'un centre de bruit. Alors on va commencer par une grosse question, en fait, quelle est l'épidémiologie de la brûlure? Et donc quand on a un traumatisé qui saigne, c'est en général une de ces cinq parties-là, et ça permet d'orienter son diagnostic. Quand il avait dû s'occuper d'une autre personne dans la cellule à côté, puis il y avait eu des bruits qu'ils ont regardés, et puis ils se sont rendus compte assez tardivement qu'il y avait des mouvements bizarres. Éminemment sensible pour les futurs parents, ou ceux qui ne le deviendront peut-être même jamais. C'est important d'instaurer une relation de confiance dans le dialogue avec les parents. Le dumping précoce n'a rien à voir avec le dumping tardif, si ce n'est que la cause est la même. C'est une absorption de sucre ou d'aliments hyperosmolaires. Le dumping précoce, c'est une... Là, t'entends? T'entends? Merveilleux. Hop. Non, regarde. C'est bon? La technique, toujours la technique. Super. Bonsoir à tous, merci de venir à cette réunion scientifique du CHR de Huy. Une nouvelle fois, on va vous présenter un sujet assez intéressant, mais on va d'abord vous introduire nos orateurs qui ont la chance d'être ici. Donc, nous avons le professeur Tiana Sato, qui est chirurgien cardiothoracique au CHU de Liège, chef de service, le docteur Désiron et le docteur Kerstmann, qui sont également chirurgiens cardiothoraciques. Ici, ensemble, ils vont nous présenter les sujets, les syndromes aortiques aigus, une pathologie rare, quoique, mais qui est vraiment très intéressante aux urgences et dont le diagnostic nécessite vraiment une prise en charge rapide et une prise en charge multidisciplinaire. Ici, je leur laisse la parole pour la suite. Merci à vous. Donc, bonsoir tout le monde. Un grand merci à Claude et à toute son équipe pour cette invitation. C'est pas un plaisir, mais je ne représente pas d'habitude, parce que, comme vous savez, j'ai la double casquette, CHC et CHR. Et c'est tout pour nous l'occasion de souligner les liens historiques qui existent entre les deux entités. On a choisi cette thématique parce que ça nous permettait aussi de vulgariser. On ne m'entendait pas depuis? Ah, bon, soit. Bon, voilà, on reprend. Ok. Donc, bonsoir tout le monde. Merci à Claude et à toute son équipe pour cette invitation. Comme je disais, je suis un tout petit peu chez moi puisque je travaille à la fois au CHU et au CHR. Donc, c'est un honneur pour nous. Le thème choisi, c'est un thème en fait qu'on a choisi à dessein parce que c'était l'occasion pour nous de vulgariser une entité qui nous tient à cœur et qu'on a mis sur pied au CHU, à savoir le centre aortique. Parce que, comme tu mentionnais, les syndromes aortiques aigus sont rares, mais leur prise en charge est importante parce que le pronostic vital du patient est engagé. Et on a mis sur pied une structure qui nous permet justement de proposer aux hôpitaux de la région une prise en charge experte, centralisée, avec un numéro qu'on aura l'occasion ici de vous expliquer. Donc, Quentin va se charger de faire l'exposé et alors nous, on sera bien sûr disponible pour répondre à vos questions. Merci.
C'est bon. C'est bon? Ok, donc je disais merci à Vincent pour la présentation. Merci d'être présent pour ce sujet. Je pense qu'il sera très intéressant. Moi qui me tiens beaucoup à cœur, puisque ça fait quand même quelques années que je suis passionné par la pathologie aortique. Et donc, je vais essayer, je ne sais pas si on peut baisser la lumière ou on reste comme ça. Voilà, alors en guise d'introduction, je voudrais remercier le centre hospitalier régional de Huy et son service des urgences, puisque sur une étude qu'on a faite, qu'on a menée de janvier 2021 jusqu'à décembre 2023, on a passé en revue, on va y revenir, tous les syndromes aortiques aigus qui sont venus chez nous. Et vous voyez que eh bien, l'hôpital de Huy a été un très bon contributeur, puisque sur cette période donc, de 3 ans, il y a eu 7 syndromes aortiques aigus qui sont venus au CHU et qui ont pu bénéficier d'une prise en charge chirurgicale. Alors, c'est un sujet dont on parle beaucoup dans la littérature scientifique. Je vous donnerai ici en tout cas 2 papiers qui sont assez récents, que vous pouvez évidemment consulter. Le premier papier ici, qui date de 2021, il est intéressant parce qu'il a été fait, il a été publié par Villacosta, qui est un cardiologue espagnol et qui est le premier qui a utilisé ce terme dans une publication en 2001. Donc le terme de syndrome aortique aigu n'existe que depuis 2001. Avant, on parlait de dissection aortique, mais on ignorait qu'il y avait des pathologie un petit peu intermédiaire et je vais y revenir. Et puis ça, c'est le dernier papier sur une revue assez globale des syndromes aortiques aigus et qui date de 2024. Alors, avant de parler spécifiquement du syndrome aortique aigu, je voulais, vous savez qu'en dessous de mon nom, il était mis Aortic Center. Vincent vous a parlé de ce centre aortique. Juste vous donner quelques notions. Cet Aortic Center, en fait, il a été créé en juin 2024. Donc, c'est à l'initiative du service de chirurgie cardiovasculaire du CHU. Et c'est à la suite de la constatation non seulement du volume d'activité de notre service, où le nombre de pathologies aortiques qui sont traitées par an, que ce soit de manière aiguë ou de manière programmée, est important, puisqu'on était aux alentours de plus ou moins 80 chirurgies de remplacement de l'aorte ou de chirurgie de la crosse aortique, et on a évidemment un nombre de pathologies aortiques qui sont traitées par des endoprothèses. Et Arnaud, tu pourras nous dire le nombre tout à l'heure de ces endoprothèses par an, mais qui tournent quand même aux alentours de 80. Alors, c'était justifié de proposer cette création de l'Aortic Center, ne fût-ce que au niveau déjà de ce que la littérature scientifique nous apprend. Et vous verrez que justement dans l'article de Villacosta, il est bien mis dans cet article qu'il faut centraliser les patients dans un centre qui a un haut volume d'activité et qu'il faut évidemment se doter d'une équipe multidisciplinaire et d'avoir un code aortique ou un numéro dédié pour la prise en charge de ces pathologies aortiques aiguës. Alors, c'est un projet évidemment institutionnel, hein, c'est nous qui avons fait la demande, mais c'est clairement un projet institutionnel. Pourquoi? Parce que ça implique évidemment toute une série de disciplines qui sont présentes dans l'institution et qui doivent pouvoir être contactées en fonction de la pathologie pour pouvoir prendre en charge le patient de manière la plus concertée et la plus globale. Alors, c'était la création de la hotline. On va y revenir, évidemment, avec le numéro de téléphone que vous connaissez déjà, mais on va en parler. La création de SOS Aorte, qui n'est pas qu'un simple label, qui est
correspond à je veux dire, un cahier des charges spécifique, et Vincent vous touchera un mot tout à l'heure sur le SOS aorte. Ça nécessite évidemment de faire des réunions concernant tous les cas complexes de pathologie aortique, et ça impliquait aussi, et ce sera Arnaud qui vous parlera de ça tout à l'heure, de mettre au point et d'organiser une campagne Think Aorta, justement pour sensibiliser non seulement évidemment toute la communauté des urgences, mais aussi évidemment et l'ensemble des patients qui pourraient être susceptibles d'avoir ce type de pathologie. Alors la définition, hein, parce qu'il faut quand même retenir une définition, c'est donc un aortic center, c'est donc un centre multidisciplinaire spécialisé et expert dans la prise en charge globale, donc du diagnostic, les avis spécialisés, je vous en ai parlé, traitement médical, traitement chirurgical, de tout type de pathologie aortique aiguë ou chronique. Et ce centre doit évidemment mettre tout en œuvre pour la prise en charge la plus rapide et la plus efficace possible pour les syndromes aortiques aigus. Et retenez déjà ce chiffre, il peut faire froid dans le dos, mais 50% des syndromes aortiques aigus meurent avant d'arriver à l'hôpital. Donc je pense que c'est un sujet vraiment très intéressant pour le service des urgences. Alors je vous ai dit, depuis 2001, puisque c'est l'année où a été publié l'article où on a nommé ça un syndrome aortique aigu, mais vous voyez que le nombre de publications sur PubMed en 2024, il y avait 25 000 articles rien que sur le syndrome aortique aigu. Donc c'est une pathologie qui entraîne un très grand nombre de publications. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a eu pas mal de progrès en imagerie médicale et qu'on a découvert des pathologies un peu intermédiaires qui n'étaient pas connues auparavant, tout simplement parce qu'on n'avait pas cette qualité d'imagerie et cette prise en charge parfois qui est assez rapide et qui permet de voir des images qu'on ne voyait pas avant parce que les patients arrivaient plus tardivement et ils avaient une imagerie plutôt classique de dissection optique. Donc apparition d'images nouvelles, stade débutant, intermédiaire, transitionnel, des entités nouvelles, je vous en ai touché un mot, et des dissections aortiques, qu'on appelle les variants, c'est-à-dire des dissections aortiques sans communication ou bien avec une atteinte de l'intima, mais qui est limitée, ou des dissections aortiques dites incomplètes. Donc la frontière, évidemment, entre cette nouvelle pathologie, vous allez le voir, elle est assez étroite, elle est assez complexe et subtile. Alors, si on doit donner la définition du syndrome aortique aigu, eh bien, c'est un groupe donc hétérogène de patients avec un profil clinique qui est similaire, donc un syndrome douloureux, thoracique ou thoraco-abdominal, associé à une hypertension artérielle. Quasiment tous les patients ont soit des douleurs thoraciques ou thoraco-abdominales, soit une hypertension artérielle, et dans 80%, entre 75 et 80% suivant les séries, ils ont les deux. Donc, on retrouve là-dedans la dissection aortique classique, et puis des entités pathologiques un peu différentes dont vous avez déjà entendu parler, donc une dissection qui est incomplète, donc qui est limitée, ou bien alors ce qu'on appelle un hématome intramural. Vous avez évidemment ici des images qui vous montrent ce que c'est un hématome intramural. Donc ça, c'est vraiment un hématome qui se met dans la paroi, dans l'épaisseur de la paroi de l'aorte, mais sans qu'il y ait d'image de dissection. Donc, il n'y a pas de flap, et cet hématome, il peut être plus ou moins étendu. Il y a l'ulcère athéromateux pénétrant, et là, c'est une perforation en fait de la paroi de l'aorte, de l'intima et de la média, avec une issue de sang, mais qui reste d'abord localisée, mais qui peut évoluer vers un hématome intramural et une dissection.
Donc la physiopathologie de ces entités, elle est différente, mais ce qui est très intéressant, c'est que toutes ces entités qui sont bien définies maintenant, elles peuvent évoluer avec le temps et parfois très rapidement vers une dissection aortique vraie ou vers une rupture de l'aorte. Alors voilà un schéma, je vais pas m'étendre sur ce schéma, mais il est intéressant de montrer que par rapport donc à la dissection aortique classique, mais vous voyez qu'il y a des dissections aortiques qui sont sans signe de communication, qui peuvent faire penser à un hématome intramural, mais qui sont en fait une dissection aortique, pardon, sans orifice d'entrée apparent. Et vous voyez qu'il y a une interrelation entre ces différentes entités, puisque l'hématome intramural peut simuler évidemment une dissection aortique non communicante et peut passer par ce stade-là, ou aller directement vers une dissection aortique après quelques heures ou après quelques jours. Et il en est de même avec l'ulcère pénétrant qui peut se transformer lui-même en un hématome intramural, plus ou moins étendu, et qui lui-même peut évoluer vers une dissection aortique. Alors, on a parlé de rareté de la maladie. Oui, puisque l'incidence, vous le voyez, c'est de 3 à 6 syndromes aortiques aigus pour 100 000 habitants par an. Donc on pourrait évidemment assimiler ça à une maladie rare, mais elle n'est pas exceptionnelle. Et elle serait, selon les dernières études épidémiologiques, elle serait en augmentation. Et notamment en Occident, mais en particulier au Japon. Alors, elle est sous-diagnostiquée. Ça, c'est une réalité. Et c'est pour ça que j'ai mis en parenthèse Think Aorta, puisque c'est la base, évidemment, de ces campagnes dont Arnaud vous parlera, pour essayer, évidemment, que ce diagnostic soit parfois plus mis en évidence, parce que ce n'est pas évident. Ça peut être un challenge de mettre ce diagnostic-là en évidence, on y reviendra. Vous voyez que l'âge moyen de l'ensemble de cette dissection aortique, de ces syndromes aortiques aigus est de 72 ans, que le ratio homme-femme est de 2 pour 1 versus 5 pour 1, et que, je vous l'ai dit, si on prend toutes les douleurs, qu'elles soient thoraciques, abdominales, interscapulaires, cervicales, là, c'est 95% des patients, ils ont une douleur. Donc, c'est exceptionnel d'avoir un patient qui n'a pas présenté de douleur. Évidemment, il y a toute une série de patients qui arrivent comateux et qui ne sont plus en mesure de pouvoir dire s'ils ont eu mal, même a posteriori. Mais pour ceux qui arrivent en tout cas conscients, 95% ont eu une douleur. Le caractère brutal, il est retrouvé dans 85% des cas. Et dans ces syndromes aortiques aigus, c'est évidemment la dissection aiguë qui reste la plus fréquente, on est aux alentours de entre 70 et 80%. L'hématome intramural entre 5 et 20% des patients, et la perforation de l'ulcère athéromateux, c'est moins fréquent, entre 2 et 7%. Et je vous ai rappelé ici sur ce petit diagramme les particularités et les différences entre ces syndromes aortiques aigus. Alors, la dissection, simplement pour vous rappeler ça, c'est quoi? C'est une issue de sang sous pression au sein de la paroi de l'aorte et qui va entraîner une séparation, un clivage longitudinal de la média à partir d'un orifice d'entrée intimal au niveau soit de l'aorte ascendante, soit de l'aorte descendante ou de l'aorte transverse. Et cette extension de la dissection, elle va être plus ou moins prolongée dans l'aorte thoracique ou thoraco-abdominale avec la création de ce qu'on appelle un faux chenal ou une fausse lumière qui va être séparée donc de la vraie lumière par la membrane de dissection qu'on appelle souvent le flap intimal. Donc il faut savoir que la fausse lumière, elle est
dans l'immense majorité des cas, elle est prépondérante par rapport à la vraie lumière, et que la vraie lumière, elle peut être parfois comprimée, excessivement laminée, de manière parfois étonnante, sans trop de retentissement, que ce soit en aigu ou même en chronique, mais c'est le cas sur les scanners, c'est parfois très impressionnant. Il y a des orifices de réentrée, c'est inévitable. Forcément, dès qu'il y a une dissection, toute la séparation des ostia de toutes les artères, des artères intercostales, évidemment des artères viscérales, fait qu'il y a un orifice de réentrée qui se fait. Qui n'est pas toujours visible sur le scanner, mais qui est une réalité. 40%. La dissection, elle peut se faire de manière antérograde ou rétrograde, ou les deux. Il y a d'ailleurs souvent une composante à la fois antérograde et rétrograde. Et on peut constater parfois la thrombose partielle de la fausse lumière dans certaines circonstances. Et d'aucuns disent que c'est bien d'arriver à la thrombose de la fausse lumière parce que l'évolution serait moins défavorable à terme. C'est peut-être pas tout à fait exact, mais en tout cas, certains papiers vont dans ce sens-là. Alors, ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a toujours un trigger au syndrome aortique aigu. Et le trigger, ça, évidemment, il y a probablement une disposition génétique, clairement, à la base. Éventuellement, il y a déjà un anévrisme au niveau de l'aorte thoracique. Et puis, à la suite d'une émotion, par exemple, ou bien à la suite d'un exercice physique, dans certains cas, et c'est évidemment plus présent dans certains pays, notamment aux États-Unis, s'il y a une consommation de cocaïne importante qui vient de se faire un petit peu avant, ça va entraîner une augmentation de la pression sanguine de manière importante. Et c'est cette augmentation de la pression artérielle de manière importante qui, dans ce contexte émotionnel et cette prédisposition génétique, qui va entraîner le tableau que vous connaissez, mais que je vais quand même rappeler, c'est la douleur thoracique brutale, je l'ai déjà dit, qui est intolérable. C'est la définition que donnent tous les patients, qui est rétrosternale, dorsale, qui migre dans la plupart des cas. Ça dépend évidemment de l'extension de la dissection, mais si cette dissection ou ce syndrome aortique aigu migre en distalité, il va entraîner des douleurs qui seront migrantes. Et donc, ça suit le trajet en fait de la dissection. Alors, ça va entraîner éventuellement des dissections au niveau des troncs supraortiques. Et c'est pour ça que certains patients viennent avec un syndrome neurologique qui peut aller d'une confusion importante, d'un coma dans certains cas, ou d'un accident vasculaire cérébral s'il y a eu une malperfusion prolongée de l'un ou des autres axes des troncs supraortiques. Et vous voyez donc que la douleur, elle est localisée en fonction de l'endroit de début de la dissection et de son extension. Alors, je ne vais pas vous faire beaucoup de commentaires sur cette diapositive. C'est pour vous dire que, à propos de la prédisposition génétique, vous devez retenir qu'il y a toute une série de gènes qui sont incriminés dans les dissections aortiques et dans les anévrismes de l'aorte thoraco-abdominale. Ils sont actuellement au nombre d'une quarantaine. Ça évolue évidemment en fonction de ces variants qu'on trouve de par le monde et puis avec des éléments pour dire que ces gènes sont responsables de dissection, mais donc actuellement aux alentours de 42. Et ce qui est intéressant quand même pour l'urgentiste, c'est de savoir que chez certaines personnes qui présentent certaines dispositions, les dissections peuvent survenir pour des aortes, je dirais, de taille à peine supérieure à la normale. Donc, c'est-à-dire qu'on sait qu'avec certains gènes, que ce soit le TGF ou bien le SMAD3, on peut disséquer sur une aorte qui fait 40 mm. Je vous rappelle que c'est un petit peu au-dessus de la limite supérieure, je parle de l'aorte ascendante,
puisqu'on estime qu'elle tourne aux alentours maximum de 38 à 40 mm. Donc ça, c'est une notion quand même que peut-être on ne sait pas. Et d'ailleurs, dans notre étude, j'y reviendrai tout à l'heure, eh bien, il faut savoir qu'un tiers des patients qui sont venus pour un syndrome aortique aigu avaient une aorte qui était inférieure ou égale à 45 mm. Alors, c'est quoi les conséquences de cette dissection? Vrai, bah, le risque le plus important, c'est une tamponnade. C'est la cause de mortalité la plus fréquente. Tamponnade d'installation brutale à cause de la rupture ou progressive, si la suffusion se poursuit pendant plusieurs heures. Évidemment, il peut y avoir, et c'est assez fréquent, une insuffisance aortique, simplement parce que la valve aortique est étirée par le processus de dissection et qu'il y a un manque de coaptation entre les différentes cuspides de la valve aortique, ou bien alors c'est déjà une insuffisance aortique chez quelqu'un qui a une pathologie de l'aorte ascendante. Alors, une occlusion partielle ou totale des branches artérielles, on a déjà touché un mot. Malperfusion coronaire, ben, évidemment, et c'est d'ailleurs très intéressant à signaler puisque ça peut donner un véritable infarctus du myocarde, ou bien ça peut mimer un infarctus du myocarde. Et on verra d'ailleurs que il y a aux alentours de 5 à 10% des patients qui viennent avec un syndrome aortique aigu et qui sont poussés au final en coronarographie. Tout simplement parce qu'il y a des troponines qui sont positives, mais c'est normal d'avoir des troponines positives quand on a un syndrome aortique aigu. Je vous expliquerai pas. Et donc, malperfusion cérébrale, je vous l'ai dit. Dans le registre allemand sur les dissections aortiques, bah, vous voyez que c'est quasiment 20 à 30% des patients qui viennent avec un problème cérébrovasculaire lorsqu'ils ont une dissection aortique. Il y a des cas où on peut avoir une malperfusion de la moelle épinière et là, les patients se présentent d'emblée ou assez rapidement avec une paraplégie. Malperfusion viscérale, bah, toutes les artères viscérales, bien sûr, tronc cœliaque, mésentérique supérieur, rénal, avec des possibilités d'aller jusqu'à l'infarctus rénal, mésentérique ou splénique. Et vous voyez donc que ça, ce n'est pas l'apanage de la dissection type A, c'est type A ou type B. Et c'est pour ça que la dissection de type B, qui est plutôt réputée traitement médical avec pas trop de conséquences, retenez qu'à 30 jours, une dissection aortique de type B entraîne plus ou moins 15% de mortalité. Et malperfusion des membres inférieurs, bah, ça peut arriver évidemment d'avoir une malperfusion d'un côté ou des deux, dans certains cas. Et donc voilà les particularités de la dissection et des conséquences. Après, dans la malperfusion, bah, il y a une distinction entre une malperfusion dite dynamique, et ça c'est le fait que le flap intimal, la membrane, puisse évidemment, en fonction du flux systolique ou diastolique, se retrouver et aller fermer l'ostium d'une artère viscérale ou d'une artère périphérique, peu importe. Et c'est ce qui fait que parfois, pour certains scanners notamment, eh bien, on peut croire qu'il n'y a pas de flux du tout. Et en fait, il y a quand même un flux, mais il est à peine visible parce que probablement que l'image du scanner est prise au moment où le flap se retrouve devant l'artère. Et puis alors, il y a évidemment les dissections, les mécanismes statiques, où là, c'est simplement parce qu'il y a une interruption définitive du flux, parce que le processus de dissection a occlu et entraîné une thrombose localisée et qui empêche le flux dans l'artère en question. Alors voilà un exemple, par exemple, de malperfusion cérébrale. Et il faut me croire, mais voici les carotides, les artères vertébrales sont ici. Les carotides, ben, vous avez juste ce minuscule croissant bilatéral qui prouve qu'il y a encore une perfusion, mais qu'elle est
évidemment très compromise, et quand elle est bilatérale comme ça, après évidemment quelques minutes, on a un patient qui arrive en état de coma. C'est inévitable. Alors, les malperfusions, c'est un problème parce que ça va conditionner non seulement la prise en charge, mais ça va conditionner la morbimortalité du syndrome aortique aigu, mais sa prise en charge. Et vous voyez que la malperfusion rénale est évidemment la plus fréquente. Arnaud, on le sait bien, puisque dans le premier cas avec Intressa, c'était évidemment une dissection de type B avec une dissection de la rénale et une malperfusion localisée au niveau de cette artère. Et puis vous voyez là les autres pourcentages de malperfusion. Et heureusement, vous voyez que la malperfusion au niveau de la moelle épinière est la plus faible, mais c'est évidemment aussi la plus dramatique pour le patient, puisqu'il a peu de chances de récupérer, même après une chirurgie rapide. Alors, je pense que dans les questions qui étaient suggérées, on demandait quelle était l'importance de la classification des dissections. C'est vrai que c'est une excellente question, parce que la classification des dissections aortiques, elle a fait l'objet déjà de travaux, a été proposée depuis 1965, donc ça fait déjà un paquet d'années. Et la classification, la première, c'est celle du chirurgien cardiaque peut-être le plus connu au monde, qui s'appelle De Becchi. Et c'est lui qui a proposé donc une classification qui reste encore utilisée, même si on aimerait bien qu'on ne l'utilise plus, mais elle reste encore utilisée parce qu'elle a quand même été utile. Mais il y a une confusion qui est apparue à la suite de l'autre classification, qui est celle que probablement on gardera encore pendant longtemps, parce qu'elle est excessivement simple et elle permet de savoir tout de suite si on a affaire à une dissection qui exige une urgence absolue, ou bien si c'est une dissection qui nécessite une prise en charge rapide, mais moins urgente. Ça, c'est la classification de Stanford qui avait été élaborée par Daly en 1970. Il y en a eu d'autres, je ne vais pas m'étendre sur ça, mais juste pour rappeler la comparaison entre la classification de Stanford et la classification de De Becchi, vous voyez que Stanford A, c'est facile, ça concerne l'aorte ascendante, isolément ou davantage, et la dissection de type B, c'est pour ce qui concerne la dissection qui démarre juste après l'artère sous-clavière gauche. D'accord? Et donc le 2 Becchi, il y avait 1 et 2, et le 2, c'était la dissection qui était localisée uniquement au niveau de l'aorte ascendante. C'est malheureusement pas les cas qu'on a le plus souvent, parce que c'est ceux évidemment les plus faciles à traiter, entre guillemets. Mais donc, vous voyez d'ailleurs les pourcentages, ça ne représente que 10 à 15%. Et donc, je vous ai mis une petite tête de mort, mais je rappelle que la dissection de type B peut entraîner un décès, peut-être pas immédiatement, mais si l'aorte thoracique descendante est déjà anévrismale au départ, on peut avoir une rupture sur une dissection de type B dans les heures qui suivent le syndrome aortique aigu. Donc la petite tête de mort, c'est juste pour se souvenir que c'est vrai que c'est essentiellement les dissections de type A qui sont le plus problématiques, et en tout cas qui nécessitent la prise en charge la plus urgente et la plus concertée. Alors ça, c'est une classification, on va dire, actuelle, qui date de 2020, faite par un Allemand qui s'appelle Sievers. Et c'est celle que nous, on utilise de plus en plus, parce que ça peut avoir un intérêt essentiellement, notamment pour
connaître le pronostic vital ou le pronostic de morbimortalité du patient en fonction du type de dissection. Et ça peut évidemment nous servir. On ne vous demande pas évidemment de connaître cette classification, qui est une classification un petit peu comme la classification oncologique, hein, ça s'appelle la classification TEM, pour le type de dissection, A, B ou non A, non B. Quand on est entre les deux zones floues, il y a l'orifice d'entrée, s'il est retrouvé ou s'il n'est pas retrouvé, à quel endroit. Ça nous aide, nous, à pouvoir prendre une décision, par exemple, sur une chirurgie particulière ou plus rapide en fonction de l'aspect de cet orifice d'entrée, de sa localisation et de l'extension. C'était juste pour que vous sachiez ceci. Alors, les choses à retenir, je vous l'ai dit, la moitié des gens n'arrivent pas à l'hôpital. C'est normal parce qu'une dissection aortique de type A qui n'est pas traitée, on estime que c'est 1% de mortalité par heure. Et donc, vous avez fait le compte. Il y a déjà, évidemment, après un jour, il y a déjà 25% des patients qui ne sont plus là. Et à 48 heures, il y en a 45%. Et si on ne traite pas une dissection aortique, ou bien si un patient ne vient pas tout de suite parce qu'il a moins ressenti la douleur ou que sais-je, à 3 mois, il y a encore 60% de mortalité. Donc c'est pour ça qu'elles doivent être traitées le plus rapidement possible. Et le nombre de dissections aortiques de type A opérées par rapport au syndrome aortique aigu qui arrive aux urgences ou bien qui ne sont pas arrivés aux urgences, vous voyez qu'il n'y a finalement que 25% des patients qui arrivent à l'hôpital et que la mortalité des opérés tourne entre 15 et 25% suivant les séances. Alors, vous voyez que la malperfusion, elle intervient clairement dans cette mortalité, puisque si vous n'avez pas de malperfusion, vous n'avez que 12% de mortalité. Et chaque fois que vous avez une malperfusion à une, deux ou trois localisations, vous voyez que cette mortalité, elle va augmenter, elle va grimper jusqu'à 43% si on a 3 sites de malperfusion. Pour les dissections de type B, mortalité moins importante, mais mortalité, je vous l'ai dit, 13%. Et si c'est un type B non compliqué, ça tombe aux alentours de 10%. Par contre, quand c'est une dissection aortique de type B qui est compliquée, à J30, on a 25% de mortalité. Je vous ai juste rappelé ici la définition de ce que c'est une dissection aortique super aiguë. Donc, c'est quand elle est survenue avant 24 heures. Aiguë, c'est de 1 à 14 jours. Subaiguë, de 15 à 90 jours. Et chronique, on parle de dissection aortique chronique, quand c'est au-delà de 90 jours après les symptômes. Alors, il y a des dissections vraiment compliquées. Vous entendrez probablement parler par les radiologues, parfois de dissection aortique non A, non B. Ça, c'est une entité quand même qui est très intéressante parce qu'elle entraîne des complications. C'est une dissection dont l'orifice d'entrée se trouve au niveau de la crosse aortique, avec une extension rétrograde et antérograde. Et malheureusement, les dissections avec un orifice d'entrée au niveau de la crosse aortique, pour faire simple, elles ont une évolution vraiment défavorable, puisqu'on estime que dans 88% des cas, il y a une évolution qui est moins bonne que quand on a une dissection avec un orifice d'entrée soit dans l'aorte ascendante, soit dans l'aorte thoracique descendante. Et c'est une dissection, c'est une dissection qui entraîne pas mal de malperfusion, notamment au niveau des troncs supraortiques, dans donc 29% des cas. Et ça entraîne évidemment un traitement chirurgical, quel qu'il soit, que ce soit par endoprothèse ou par prothèse hybride. Vous avez un petit schéma que je vous ai mis sur le côté. Alors, l'hématome intramural, je vous l'ai dit, il est confiné dans la média, ici.
L'hypothèse, c'est une rupture des petits vaisseaux nourriciers de la paroi qu'on appelle les vasa vasorum. Donc cette rupture de ces petits vaisseaux qui sont à la surface externe de l'aorte entraînerait ce phénomène d'hématome intramural. Et il n'y a pas de brèche apparente. Donc c'est une incidence qui est encore plus rare, hein, c'est 1,2% pour 100 000, mais c'est quand même 5 à 25% de syndrome aortique aigu. Et on a vu, au fil des années, on a vu augmenter ce type de pathologie et de syndrome aortique aigu. Donc, ça évolue dans un tiers des cas en dissection aortique. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Si on a un hématome intramural et qu'on ne voit pas d'orifice d'entrée, il faut garder à l'esprit que ça va se transformer en dissection dans les prochains jours, et donc ça doit être pris en charge comme une dissection. Donc risque de rupture 25%, et donc toujours des complications ou des décès sans chirurgie pour vous montrer que c'est une pathologie différente mais qui va avoir des conséquences aussi importantes. Alors, l'ulcère athéromateux, voilà une image d'ulcère athéromateux. Donc, c'est une perforation ici de la paroi, de l'intima. Et le petit schéma ici qui vous montre ce qui se passe. Il y a une partie du sang qui sort et qui donne cette petite image un petit peu saxiforme. Et donc, c'est une pénétration d'un ulcère qui est sur une aorte qui est souvent calcifiée. On retrouve souvent un petit peu de calcaire aux alentours. Et ça peut évoluer vers un faux anévrisme, mais ça peut aussi évoluer soit vers un hématome intramural, soit vers une dissection, soit vers une rupture d'aorte, mais c'est l'entité qui est la moins fréquente. Alors voilà des images d'hématome intramural où vous voyez évidemment l'hématome ici dans la paroi, qui s'est prolongé ici jusqu'à la fin de la crosse et qui s'étend ici jusqu'au niveau de l'aorte viscérale. Et vous avez évidemment ici, même si c'est plus discret, vous voyez cet hématome avec le petit croissant sur le versant latéral de l'aorte thoracique descendante. Alors, je vous ai parlé de notre étude. Je vais juste vous dire quelques mots. Sur cette période de 3 ans, il y a eu 75 syndromes aortiques aigus, dont 7 sont venus de oui. Vous avez vu sur la carte que je vous ai montré que beaucoup de patients venaient d'autres institutions. Et donc, il y a 3/4 des patients qui ont été référés à partir d'institutions autres que sur le site du CHU. Le reste était évidemment en intramuros, avec des délais moyens qui ont été, on va dire, dans la norme, et notamment le délai entre le diagnostic et l'intervention chirurgicale. Et il a été plutôt amélioré depuis qu'on a mis sur pied le SOS Aorte et l'Aortic Center. Donc, voilà, pour vous rappeler que dans notre série, 80% des patients étaient douloureux et 75% avaient une hypertension artérielle. Donc, ça ne s'invente pas. Et qu'un tiers des patients, et c'est là quelque chose qui est important, vous le verrez, un tiers des patients avaient un antécédent ou une histoire d'anévrisme ou de syndrome aortique aigu, puisqu'on peut évidemment avoir de la malchance de faire 2 syndromes aortiques aigus dans sa vie. Et donc, 33% des patients à l'anamnèse ont déjà quelque chose qui n'est pas normal au niveau de l'aorte. Et évidemment, ça doit attirer l'attention tout de suite. Et donc, vous voyez que c'est sur les 75 patients, le syndrome aortique, on va appeler de type A, eh bien, c'est 72% des patients. Et puis, aussi, vous avez quelques données dont j'ai déjà touché un mot. Aorte, finalement, pas très augmentée de taille pour un tiers des patients. Une mortalité qui est plutôt correcte, 15%. Évidemment, ça, c'est les opérés. Il y a des patients pour des raisons éthiques ou pour des raisons où le patient n'a pas survécu avant d'arriver au bloc opératoire, mais qui était arrivé chez nous. Évidemment, ça péjore la mortalité, mais la mortalité opératoire est de 15%. 2 tiers de chirurgies qui ont été simples et 1 tiers de chirurgies qui ont été complexes, voire très complexes.
Et vous voyez, on a dû faire un arrêt circulatoire pour 3/4 des malades. Alors, pour le type B, ben, c'est 28%. Et j'attire votre attention sur le fait que les D-dimères, en tout cas pour les patients chez qui il y a eu un dosage de D-dimères, eh bien, un patient sur 2 avait clairement une élévation significative de ces D-dimères, qu'un tiers des patients avaient, un petit peu moins d'un tiers des patients avaient une malperfusion, que certains patients ont dû être opérés de syndrome de type B, donc il était compliqué, que la mortalité elle est aux alentours de 13%, et que les non B, c'est une entité dont je vous ai parlé, et c'était quand même 13,6% des patients. La chirurgie est différente, elle est beaucoup plus extensive, on doit remplacer la crosse aortique. Donc c'est des chirurgies plus longues et plus complexes. Alors la mortalité, ce qui est intéressant, c'est justement dans les articles, c'est de montrer l'importance de référer les patients qui ont un syndrome aortique aigu dans un centre qui a acquis l'expertise et qui a cet aspect évidemment multidisciplinaire et cette ligne privilégiée pour pouvoir prendre rapidement les patients. Et vous voyez qu'il y a une notion donc de bas volume ou de haut volume, et que cette notion de haut volume, ce n'est pas nous qui l'avons inventée, c'est dans la littérature, et notamment la littérature dont je vous ai parlé, de celui qui a créé le terme de syndrome aortique aigu. Donc il faut avoir aux alentours de 15 ou plus que 15 syndromes aortiques aigus opérés par an pour faire partie des high volume. Et donc c'est notre cas. Et vous voyez qu'il y a dans les papiers qu'on a pu retrouver dans la littérature, à la KUL, ils font 29 patients par an, mais d'autres centres qui sont quand même connus à Bruges et à Gand, ils ont un nombre de patients qui est quand même moins important que les nôtres. Et donc c'est clairement le référencement qui intervient là-dedans, indépendamment de l'expertise de notre service et de l'Aortic Center. Alors, le diagnostic, c'est vraiment ça qui est le challenge. C'est très évident pour un grand nombre de patients. Évidemment, celui qui vient avec une douleur thoracique, migrante, et chez qui on se rend compte qu'il y a une asymétrie de pouls et que dans les antécédents, il y a une aorte ascendante qui est à 55, normalement, celui-là, il n'échappe pas. Mais par contre, ce n'est pas toujours évident du tout, parce que soit les gens ne peuvent pas avoir une anamnèse fiable, ils ne peuvent pas avoir un examen clinique fiable. Et donc, ce qui est souvent, c'est la première chose d'ailleurs qu'il faut éliminer, c'est est-ce que ce n'est pas un syndrome coronarien aigu? C'est ça la difficulté, puisque indépendamment de l'ECG, le dosage de la troponine peut orienter vers un syndrome aortique aigu. Ces troponines, on peut les rencontrer parce que dans le syndrome aortique aigu, il y a une insuffisance coronaire, donc ça tient la route. Il y a aussi cette insuffisance aortique qui, évidemment, péjore le débit du patient, qui, avec éventuellement une ischémie partielle coronaire, va entraîner une modification de l'électro et une augmentation des troponines, et ça va plutôt orienter le patient vers la coronarographie. Donc sachez que dans le monde, 5 à 10% des patients qui ont un syndrome aortique aigu se retrouvent en coronarographie. Donc ça, c'est là où c'est le challenge, parce qu'évidemment, souvent, alors les patients sont chargés en anti-agrégant ou en anticoagulant, ce qui peut rendre compliqué la prise en charge par la suite. C'est sous-diagnostiqué, je vous l'ai dit, je vous l'ai montré, dans tout le monde occidental. Et c'est pour ça qu'il y en a quand même beaucoup qui se sont posé la question peut-être de trouver
un test qui est relativement simple et accessible, un pré-test pour évaluer le risque d'avoir un syndrome aortique aigu ou non. Et ça, il faut reconnaître que le Canada a bien fait son rôle, puisqu'il a fait une publication en 2020 spécifiquement sur le syndrome aortique aigu et a mis au point ce pré-test. Je vais vous donner des exemples, évidemment, je vais vous préciser ça. Et ça conduit au final à un scanner d'emblée ou non, en sachant que le scanner, c'est évidemment, je ne vous apprends rien, l'examen parfait pour le syndrome aortique aigu, puisqu'il y a 100% de sensibilité et de spécificité. Il ne peut pas y avoir, sauf si le scanner n'a pas été fait avec contraste, mais il ne peut pas y avoir, on ne peut pas passer à côté d'un syndrome aortique aigu avec un scanner de qualité correcte. Idéalement, le scanner, il doit être couplé à l'ECG. Ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, déjà sur un scanner de bonne qualité, on ne peut pas passer à côté d'un syndrome aortique aigu, même s'il est limité au niveau de son extension. Vous voyez que par exemple, au niveau sensibilité, spécificité, l'écho transthoracique, elle a son utilité dans certaines conditions, on peut y revenir, mais c'est 70%, et le TO, tous les patients n'ont pas une ETO avant d'arriver au bloc opératoire. Ça arrive parfois que c'est le seul examen qu'on a. Le TO, évidemment, approche 90% de sensibilité, mais c'est évidemment le scanner qui est l'examen clé pour ces patients. Alors voilà les fameuses guidelines qui ont été réalisées par le Canada concernant le diagnostic du syndrome aortique aigu, donc c'est assez spécifique. Et donc c'est parti évidemment de cette réflexion, de cette difficulté de faire le diagnostic et de savoir si on pouvait trouver un moyen qui était presque sûr pour soit laisser retourner le patient en se disant on a 99 chances sur 100 que ce n'est pas une dissection. Et je vais vous montrer ce pré-test. Comme ça, vous verrez un petit peu en quoi ça consiste. Il faut évidemment connaître les facteurs de risque quand on les connaît. Et donc, vous avez chaque fois, s'il y a une notion de maladie du tissu conjonctif, s'il y a une notion de maladie de la valve aortique, s'il y a une histoire familiale d'anévrisme ou une histoire personnelle, eh bien, vous avez alors un chiffre qu'on peut donner. Donc, si vous avez un ou deux critères, vous avez alors deux points. Vous avez évidemment le critère de la douleur. Si c'est une douleur brutale, si c'est une douleur qui est migrante, ça fait chaque fois un point. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est évidemment les cas les plus faciles. Ça, il n'y a pas besoin de se poser la question. Le scanner doit être fait. C'est la situation où on n'a pas cette information et où si les notions de douleur ne sont pas présentes, ça arrive. Il y a quelques patients dans notre série, très peu, mais qui ne se souviennent pas en tout cas d'avoir eu une douleur. Mais c'est plutôt rare. Et puis, il y a l'examen clinique qui reste très important. Je vous ai parlé d'asymétrie de pouls, de déficit de pouls. Évidemment, s'il y a un déficit neurologique et s'il y a des signes d'hypotension ou éventuellement de pré-tamponnade, tout ça va vous donner des scores. Si vous êtes supérieur à 2, il n'y a pas de question à se poser, c'est le scan. Si par contre vous avez un score qui est assez faible, entre 1 et 2, à ce moment-là, c'est là où interviennent les dédimères. Parce que les dédimères, si elles sont positives, chez un patient qui a quand même un certain nombre de critères, mais pas la totalité, et que vous voulez quand même être sûr de ne pas passer à côté de la dissection aortique, il faut faire le dédimère à ce moment-là. Le dédimère, c'est un certain coût, donc on ne peut pas demander le dédimère à tous les patients qui viennent avec une douleur thoracique, évidemment. Mais c'est ce qu'eux proposent en tout cas.
Et l'avantage, c'est que si vous avez un dédimère qui est positif, et vous allez voir que il n'y a pas beaucoup d'autres situations où les dédimères sont franchement élevés, si ce n'est dans les dissections ou dans les syndromes aortiques aigus. Eh bien alors là, s'il y a un doute quant au diagnostic, mais qu'il y a quand même des éléments et que les dédimères sont positifs, alors là, il faut faire le scanner. Par contre, si vous avez un score qui est vraiment très faible, 0 ou inférieur dans certains cas, bah, là, il n'y a même pas besoin de faire de dédimère, le patient peut retourner. Donc ça, je pense que c'est quelque chose, c'est un algorithme décisionnel qui est quand même assez facile et qui fait qu'on peut, probablement qu'on ne passe plus à côté d'un syndrome aortique aigu, même frustre, par cet outil. Alors, vous voyez les chiffres de dédimère par rapport à d'autres pathologies. Ben, vous voyez que les dédimères pour un type A ou un type B, là c'est pris à partir d'un registre, donc sur des milliers et des milliers de patients, et vous voyez que les dédimères, il n'y a pas beaucoup d'autres pathologies où on arrive à ces valeurs-là. Si vous avez 3000 de dédimères, avec un patient qui a une douleur, même si elle n'est pas migrante, même si c'est depuis 2-3 jours, il faut faire un scan, ça c'est sûr et certain. Parce que vous voyez que les autres pathologies, peu importe le percentile, le choix, vous n'avez pas des valeurs qui sont aussi importantes. C'est quand même assez typique. Bon, il y a une explication à ça, c'est qu'il y a un phénomène évidemment de fibrinolyse et qui, suivant l'extension de la dissection ou de l'hématome intramural, va générer évidemment ces dédimères, et c'est pour ça qu'on a ces valeurs si importantes dans le syndrome aortique aigu. Alors, bah, la prise en charge, c'est évidemment le traitement médical premier, puisque c'est la première chose à faire. Je vous ai dit que les patients, ils étaient douloureux et qu'ils avaient de l'hypertension artérielle. Donc, c'est évidemment les deux choses sur lesquelles il faut agir directement, et vous le savez bien, je ne vous apprends rien de neuf. Et le traitement médical, bah, va évidemment chez un patient chez qui il y a une suspicion de syndrome aortique aigu ou un diagnostic, bah, c'est évidemment de contrôler tout de suite la douleur, parce que évidemment c'est une boucle, la douleur entraîne une augmentation de la tension artérielle, donc la première chose c'est de soulager la douleur, et puis évidemment dans la foulée de donner des bêta-bloquants, puisque c'est la classe de médicaments qu'on va donner prioritairement, pour diminuer la tension artérielle et pour avoir une fréquence cardiaque qui est aux alentours de 60. Je vous ai mis que la tension artérielle ben, qui est recommandée, c'est une tension artérielle systolique qui ne dépasse pas 100 à 120 mm de mercure, ou une PAM entre 80 et 90. Et si les bêta-bloquants IV ne sont pas suffisants, alors on peut évidemment associer les inhibiteurs calciques. Et dans certains cas où on a vraiment des tensions très importantes, je me souviens d'un patient au CHU il y a 5 ou 6 ans qui est arrivé, il avait 29 de tension, entre 29 et 30, y compris en arrivant au bloc. Donc là, on est alors obligé d'utiliser parfois des hypotenseurs comme le nitrocruciate de sodium pour abaisser cette tension qui parfois est assez tenace. Je vous ai parlé de l'angioscanner, je vous ai parlé de l'ETO, et puis évidemment, une fois qu'on a une suspicion de diagnostic et qu'on a une imagerie, ou même si on n'a pas encore l'imagerie, mais qu'on a une forte suspicion, eh bien, vous pouvez évidemment contacter le SOS Aorte. Le SOS Aorte n'a pas uniquement un but de prendre en charge un malade le plus rapidement possible sur le plan chirurgical, mais c'est aussi un numéro pour lequel on va pouvoir éventuellement discuter sur un patient qui est un peu borderline pour savoir éventuellement ce qu'on peut faire en plus avant de le transférer. Ce n'est pas uniquement la ligne qui permet d'organiser le transfert et de pousser le patient en bloc opératoire.
Alors, je vais peut-être demander à Vincent, puisque j'arrive au terme de cette présentation sur le syndrome aortique aigu, eh bien, puisque vous savez que cette ligne, ben, Vincent vous a transmis ça il y a déjà quelques mois. Et que, Ouais, dès qu'elle a été. donc, voilà, si tu veux faire un petit commentaire sur SOS Aorte, Il va être attention. il faut que tu mettes sur mute. On m'entend oui? Oui, je vais être. Je ne peux pas monopoliser la parole, Quentin. Je crois que. Oui. Oui, c'est bon? OK. En fait, la philosophie de cette ligne, c'était de pouvoir, sur base de nombreuses expériences cliniques, proposer un échange direct entre le chirurgien et les centres référents, puisque c'est un numéro pour professionnels, ce n'est pas les patients qui l'utilisent, bien entendu. Et ça répond aussi au cahier de charge d'un centre qui est labellisé SOS Aorte. Donc en Wallonie, on est le seul centre à avoir ce label SOS Aorte. Donc on a pu obtenir en remplissant toute une série d'exigences. Hein. On l'a obtenu via l'hôpital européen Georges Pompidou de Paris. Donc ça exige non seulement la possibilité d'un contact direct et de l'organisation d'un transfert optimisé, il faut aussi garantir une place aux urgences, une acceptation également du patient aux soins intensifs et bien sûr la mise à disposition d'un bloc opératoire et pour certains cas, Arnaud pourra peut-être y dire un mot, d'une salle hybride hein, pour certaines dissections de type B qui ont soit une malperfusion ou une menace de rupture. Donc ici, le médecin référent contacte le chirurgien puisqu'au bout de la ligne, c'est le chirurgien qui l'aura. Comme disait Quentin, il faut un minimum de paramètres quand même pour pouvoir orienter la discussion. L'état clinique du patient, bien sûr, quelques données d'examen complémentaires. L'idéal, c'est d'avoir soit une écho ou un scan où la suspicion diagnostique est quand même relativement importante. Et sur base de ça, ben, on peut alors, nous, de notre côté, mettre en alerte nos urgences pour organiser l'accueil du patient, nos intensivistes pour la place aux soins intensifs, soit en transition ou après le bloc opératoire, et aussi pouvoir bloquer le bloc s'il est occupé ou si un patient qui est supposé y rentrer. D'ailleurs, la dernière expérience avec le patient du CHR de 8, je pense que quand Claude m'avait sonné, je ne sais pas si tu te rappelles, pour cette dame-là, ben, justement, le patient de l'après-midi a été mis en stand-by pour que la dame puisse être accueillie et être conduit directement au bloc opératoire. Donc voilà, ici, donc, la philosophie, c'est d'optimiser la prise en charge, éviter la perte de temps, parce que comme on le sait, le syndrome aortique aigu, chaque seconde compte, et on a démontré que via ce type de dispositif, ben, on réduit assez bien la morbie et surtout la mortalité de ces patients. Bon, voilà. Je voulais dire un truc, Quentin, j'avance pour la diapositive. Oui, mais donc si je vais laisser la parole à Arnaud. Voilà, on est venu quand même. J'avais oublié de te présenter Arnaud. Mea culpa. Mea culpa. Donc voilà, je disais que c'est le centre aortique. Donc le responsable clinique, le référent clinique du centre aortique, c'est Quentin. Donc voilà, il a fait l'exposé. Et Arnaud, qui est également dans la gouvernance de ce centre aortique, donc a plus, je dirais, la casquette du responsable scientifique. Et donc ici, il va donc vous dire quelques mots sur une campagne dont on est en fait l'hôpital partenaire, campagne importante à destinée des professionnels pour vous conscientiser sur l'importance d'avoir comme réflexe une dissection aortique ou un syndrome aortique aigu. C'est vrai que c'est une pathologie rare, mais quand elle arrive, il ne faut pas la rater, bien sûr. Campagne de sensibilisation à destinée des patients aussi, hein, puisqu'il faut sensibiliser les familles de patients à syndrome, je dirais, génétique ou avec anévrisme qui traîne et autres, parce que toute douleur aiguë doit bien sûr avoir un effet déclenchant. Tu veux tenir Merci. Je t'en prie. Vincent, est-ce que le micro fonctionne? Tu dois mettre sur mute, je pense. C'est fait. Ok. Donc, comme Quentin vous l'a très bien présenté, le syndrome aortique aigu nécessite, pour un traitement efficace, un diagnostic rapide et une prise en charge rapide. Le facteur de temps est vraiment important. Et il y a un problème micro? Tu as la barre qui bouge ou pas? C'est ton truc. Bon. Et donc,
Ce facteur temps a donné la naissance il y a 20 ans, déjà en 2006, à la naissance du mouvement Think Outside. Donc, ce mouvement, c'est une campagne de sensibilisation qui est partie en fait d'un patient anglais. D'ailleurs, en Angleterre, les diagnostics sont souvent retardés et les prises en charge encore plus. Ce patient, il a eu une détection en plus, il a été pris en charge, il a été sauvé. Et puis, il s'est intéressé à ce qu'il a eu. Et puis, il s'est dit, il y a quand même 50% des gens, des patients qui ont un syndrome mortalité qui meurent avant d'arriver à l'hôpital. Il faut sensibiliser la population, les médecins généralistes, les médecins urgentistes, et en fait, tout le monde. Et ça paraît fou parce que c'est un patient qui est mis en contact avec d'autres patients, qui ont été voir des médecins, qui ont été voir les hôpitaux, qui font des campagnes d'affichage. Et maintenant, c'est partout dans le monde, en fait. Et il y a des points de référence dans tous les pays, et on essaie de en faire un en Belgique. Et c'est ce qui est à peu près expliqué sur la première diapositive. On peut passer à la suivante. Donc, vous voyez un exemple d'affiche sur la gauche de la diapositive. En anglais, il y a des affiches dans toutes les langues. Et nous travaillons pour le moment à une affiche en 3 langues, le programme national belge. Donc, Think Outside est géré par des patients et ils ont mis en place un règlement de fonctionnement qui inclut d'avoir le support dans chaque pays de sociétés de médecins scientifiques. Comme vous voyez ici en bas. Parce qu'ils veulent quand même avoir un peu un aspect sérieux, si vous voulez. Et donc, c'est juste une campagne de sensibilisation. Et vous voyez, c'est partout d'Angleterre, partout dans le monde, en train de se multiplier. Vous voyez qu'en rouge, c'est les pays où la campagne est installée. Les services d'urgence, les hôpitaux ont pris l'affiche. Je ne sais pas si l'affiche, mais ils n'ont plus. Et il y a un centre cardiovasculaire qui fait aussi de référence Think Outside. Vous voyez que en tout petit, la Belgique, elle est en bleu parce que l'organisation est en cours. Donc, j'espère que dans le courant de l'année 2026, le service des urgences de l'hôpital recevra des articles pensés à l'ordre, en français. On va toujours pas. On va commencer. On entend donc les risques avec les Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette campagne de sensibilisation. Pensez à l'ordre, donc vous aussi aux urgences, pensez à l'ordre. C'est des patients qui ont un syndrome douloureux thoracique ou dorsal ou abdominal avec de l'hypertension. Et pour la conclusion, je rends la parole à mon collègue Yannick Quentin. Voilà, c'est bon. Voilà, donc quelques conclusions avec les choses importantes. Je disais à reprendre à son domicile. Vous avez vu que le syndrome mortique aigu, il rentre dans le cadre des maladies rares, mais il n'est pas exceptionnel. Vous avez vu le nombre de patients sur 3 ans qui nous ont été référés. Vous avez vu qu'à côté de la dissection aortique classique, il y a d'autres entités qui peuvent malheureusement évoluer vers une dissection vraie. Donc, c'est l'hématome intramural, l'ulcère athéromateux et les dissections incomplètes. Je vous ai montré évidemment, je vous ai rappelé plutôt que la mortalité est dramatique lors d'un syndrome aortique de type A avec 1% de mortalité par heure.
et que le type B n'est pas épargné par la mortalité, même si c'est nettement moins, aux alentours de 13%, je vous ai dit, et que donc le diagnostic et la prise en charge doit se faire évidemment le plus rapidement possible, que ce diagnostic peut être fait de manière évidente chez un certain nombre de malades, et d'ailleurs c'est ce qu'on constate, mais que dans certains cas, on peut certainement avoir recours à cet outil de pré-test de risque de syndrome aortique aigu. Et puis, ben, on a parlé du SOS aorte. Vincent, évidemment, vous a dit que l'acceptation des patients est évidemment inconditionnelle. Et ça fait partie des critères pour avoir le label SOS aorte, c'est qu'on puisse accepter tous les patients, sauf évidemment cas exceptionnels, mais sinon tous les patients dans leur immense majorité doivent être et seront évidemment acceptés. Le management de la douleur et de la tension artérielle, c'est évidemment la clé du traitement avant le transfert du patient et avant l'arrivée évidemment dans le centre tertiaire. La campagne Think Aorta, Arnaud vous a expliqué quel était le principe et surtout l'intérêt de ce type de campagne. Et puis, on ne le répétera jamais assez, si on est là aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai commencé la première diapositive à vous montrer quelle était la collaboration et la contribution de Oui, ben, c'est évidemment pour poursuivre cette collaboration et qui nous fait évidemment plaisir, et on est évidemment ouvert et disponible presque autant que la ligne aortique 24 heures sur 24 pour discuter indépendamment même de ces situations aiguës pour des cas complexes à mettre au point de manière différée, puisque ça arrive qu'on puisse différer certaines pathologies aortiques. Ça va évidemment du syndrome aortique aigu. Donc merci beaucoup pour votre attention, et s'il y a des questions, bien sûr, on est prêt à y répondre. C'est la grande. D'accord. Test. Écho. Oui, Voilà. Oui, celui-ci fonctionne. Voilà, donc merci à nos orateurs. Est-ce que nous avons des questions ici dans l'Assemblée? Et alors on fera les questions qui sont en ligne également, si certains veulent les poser. Il faut que j'envole un. Hop. Merci. Hop. Oui, voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, donc super. Merci à nos orateurs. Et donc, est-ce qu'on a des questions dans l'Assemblée ou sur le chat? Dans l'Assemblée? Pas spécialement. Sur le chat, Claude? Non. Donc, moi, personnellement, j'avais une question. Avec l'avènement de l'échographie aux urgences, donc en intra et extra-hospitalier, nous sommes amenés à faire beaucoup de dépistage d'anévrisme de l'aorte abdominale. Et donc, est-ce que vous préconisez justement un dépistage peut-être plus régulier aux urgences des anévrismes qui sont du coup favorisants, vu votre présentation avec les chiffres éclairants sur les syndromes aortiques aigus, et donc d'être un peu plus proactif à ce niveau-là, et donc de dépister les syndromes aortiques en cherchant en fait l'anévrisme causal sous-jacent occasionnel. Alors merci pour ta question. Oui, l'échographie, elle a un rôle à jouer, c'est évident, puisqu'on ne peut pas avoir le scanner directement. Et s'il y a cette possibilité d'avoir l'échographie déjà avant d'avoir le diagnostic définitif, ben, on va pouvoir certainement déjà mettre en évidence certaines dissections. Tu as vu que la spécificité et la sensibilité, évidemment, n'est pas
Elle n'est pas parfaite, mais elle va quand même déjà éventuellement orienter vers la présence d'un épanchement péricardique, d'une image de double lumière. Évidemment, c'est pas la même qualité que certaines échos transdéso, mais je pense que oui, ça doit être utilisé. Et d'ailleurs, je pense que c'est déjà utilisé, mais ça doit être certainement devenir plus régulier et quand c'est possible, parce qu'en attendant en attendant le scanner, on peut déjà avoir le diagnostic ou quasiment, et donc on peut déjà prévenir le SOS aorte en disant, ben voilà, on a une forte suspicion, et puis on peut nous rappeler rapidement après pour savoir si c'est confirmé ou pas. Je pense que c'est ça l'intérêt en tout cas. Merci pour votre réponse et pour enchaîner là-dessus justement. Ici, par exemple, sur le secteur de oui, ou quand on fait du SMUR et qu'on fait du coup de l'échographie en extra-hospitalier, face à une forte suspicion, conseillez-vous plutôt de se rendre directement au CHU de Liège en appelant SOS Aorte ou de faire un arrêt primaire, par exemple à oui, pour faire un scanner et confirmer le diagnostic et stabiliser le patient? Parce que c'est une question qui est souvent posée. On a un grand secteur, des longs trajets, et donc savoir si pour nos smuristes, il vaut mieux se rendre directement chez vous, quitte à peut-être surtransférer, donc surcharger le CHU ou faire un stop dans un autre hôpital de la région qui pourrait préciser le diagnostic avant de contacter SOS Aorte. Alors ça, c'est une très très bonne question et je ne suis pas sûr d'avoir la réponse de manière définitive. Si la suspicion de syndrome aortique aigu est haute et que le malade a quand même une instabilité, et en tout cas qu'il y a des éléments pour dire que on ne peut pas se permettre de faire un stop dans une institution où on risque de devoir faire un transfert secondaire ou tertiaire. Je pense que la logique voudrait d'aller directement vers un centre expert. Ça, je pense que c'est. Mais est-ce que ça rentre dans les normes de flux des urgences? Ça, moi, je peux pas donner la réponse. Mais la logique voudrait que ce soit comme ça. Après, si c'est une suspicion sans plus et que le malade est stable et que l'hôpital le plus proche permettra d'avoir un scanner rapidement, c'est ce qui se fait habituellement. Mais c'est difficile de. Nous, on peut pas dire que tous les patients qui ont une douleur thoracique à qui une échographie suspecte éventuellement un épanchement ou peut-être un possible flap, il faut tout de suite transférer. Ça pourrait relever d'une certaine logique, mais je ne peux pas dire que c'est absolument comme ça qu'il faut faire. Voilà. Parce que le risque, c'est le surtransfert, bien sûr, hein. Je crois que là, on va bypasser votre ligne habituelle de fonctionnement. Non, ici, l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir, pour les cas où je pense qu'on est quasiment, le doute n'est plus vraiment permis, de faciliter le transfert le plus rapidement possible. Mais la mise au point qui est habituelle, je crois que ça, il ne faut pas déroger à la règle, bien sûr, hein. Alors, il y avait une question, je pense, dans celle qu'avait envoyé Claude, par rapport au patient stable versus instable. Je pense que le patient stable mérite, bien entendu, un transfert calmement, mais s'il est fortement instable, je crois qu'il faut d'abord penser à assurer une stabilisation chez vous, bien sûr, parce que c'est pas très logique de les transférer alors que il y a quand même encore, je dirais, une tension ou je sais pas quoi, d'autres paramètres à régler ici sur le site avant, sous réserve bien sûr d'une évolution et d'une confirmation, de le transférer alors dans un second temps. Donc ça, c'est aussi quelque chose, je pense, qui est dans la logique du fonctionnement habituel aussi, hein, donc voilà. Il y avait quelques questions écrites là, je pense. Oui, alors dans les questions qu'on avait écrites, il y en avait une plutôt technique en fait pour les urgentistes face à l'échographie, à la tamponnade. Techniquement, quand on est dans un centre comme le CHU, on peut faire appel à un chirurgien rapidement. C'est ça. En extra-hospitalier, c'est une de nos causes les plus importantes d'arrêt cardiaque sur les syndromes aortiques aigus. Et on est souvent livré à nous-mêmes.
Est-ce que vous auriez des tips ou une technique à conseiller ou à préconiser pour des non-chirurgiens en extra-hospitalier pour faire au mieux, on est bien d'accord, mais une technique peut-être à privilégier quand on n'a pas la compétence et qu'on n'a jamais posé cet acte finalement. Je vais prendre ma répondre et puis je compléterai. Donc là, on est dans un contexte extra-hospitalier, donc on est où chez le patient, Oui, c'est en ça. rue. L'idée, c'est on est en rue, dans l'ambulance, mais vraiment, on n'a pas grand-chose, quoi. On a des cathéters, on a un scalpel qui traîne, une échographie presque dans tous les SMUR maintenant, pas grand-chose de plus, et des aiguilles assez courtes. Dans un scénario où le patient est en arrêt, où on voit juste qu'il y a du liquide. Il est en tamponnade pré-arrêt et on voit. Quand il est en arrêt, on hésite moins. Non, non, non. Quand il est en arrêt, Mais on c'est ne parce pose que pas la question, mais parce c'est que pré-arrêt. parce que comme tu le sais, ben, le drainage péricardique est à double tranchant, bien sûr. C'est-à-dire que les expériences des grands centres nord-américains ont démontré que dans certains cas d'arrêt réfractaire avec du liquide, on démontre que c'est lié à la tamponnade. Il vaut mieux parfois simplement, je dirais, avec une ponction, mais c'est pas, ça ne doit pas être le premier geste de celui qui le performe, parce que là, il faut quand même avoir une certaine expertise, une ponction sous écho, avec une structure de type pigtail, juste avoir une petite quantité de liquide qui permet un tout petit peu, je dirais, une réexpansion cardiaque pour un retour d'un rythme spontané du patient. Parce que le risque, si la tamponnade survient sur un phénomène de suffusion massive ou de rupture, la vidange rapide du liquide, bah, là, le patient va désamorcer sa pompe. Hein. Donc, c'est un peu à double tranchant. Donc, pour le kidam qui n'est pas qui a une expertise très limitée, c'est sous écho. Alors maintenant, techniquement, le déroulement d'une ponction sous écho, ça, je pense que, voilà, si on ne l'a jamais fait, il y a des situations, malheureusement, pour lesquelles je crois que c'est déjà d'abord de très mauvais pronostics un arrêt sous dissection. Ça, il faut aussi être honnête par rapport à ça. Quand elle survient dans une structure tertiaire avec un centre cardiaque, la discussion ne se pose pas, mais en extra-hospitalier, je ne sais pas si on a beaucoup dans notre série qui sont arrivés après avoir eu un tel geste de sauvetage avant le transfert. Quoi. Donc, moi, je pense que c'est vraiment compliqué de se lancer là-dedans parce que il y a quasiment déjà un patient sur 3 où il va y avoir un barrage par le foie et qui va faire que l'accès est compliqué, même avec une surtout si on n'a échographie pas l'expertise. de bonne qualité. Et nous, on est quand même confrontés à ça. Il y a des ponctions qui se font évidemment en cardiologie, entre autres, pour des procédures, par exemple, de TAVI ou des choses comme ça. Ça marche pas du tout à tous les coups. C'est-à-dire que quand même une fois sur 2, une fois sur 3, on est quand même appelé et on doit faire finalement un drainage péricardique, chirurgical. ou sternotomie. Donc je ne sais pas si c'est une situation un peu si de on guerre. peut dire que coûte que coûte, on n'a rien à perdre. Est-ce qu'il faut se lancer avec une ponction et je suis pas sûr. Mais je n'ai probablement pas la réponse parfaite. Je sais que c'est pas facile de faire une ponction déjà sur un patient qui est relâché, qui est curarisé, à qui on a tout fait pour exposer à fond. Je sais pas. Moi, je pense qu'avec un syndrome thoracique, douloureux et une échographie dans le SMUR qui a montré l'épanchement, le niveau de suspicion est très élevé d'une dissection. Et alors, il faut aller dans un centre aortique, en fait. Il faut peut-être bypasser l'hôpital périphérique pour aller. Et croiser les doigts. Parce que... Il n'y a pas d'autres questions? On va clôturer ici en remerciant grandement nos orateurs pour cet exposé éclairant, pour la réponse à toutes nos questions. Encore merci d'être venus ici. Si vous pouvez juste résumer en quelques mots cette présentation, c'est finalement que le syndrome aortique aigu est une maladie rare mais complexe, extrêmement grave, et il faut y penser, il faut la dépister, et au besoin, nos chirurgiens nous en ont parlé, pensez à SOS Aorte qui est là alors pour vous conseiller au besoin et transférer le cas échéant. Merci à tous, bonne soirée.